continuez de déambuler dans la ville. Au bout de quelques minutes de marche, vous croisez un vendeur ambulant se servant de sa camionnette comme d'un étal. Il vous regarde et alors que vous pensez qu'il va vous vanter un de ses produits, c'est une toute autre chose que vous entendez. Vous entendez la suite de l'histoire de l'ancien qui était sur son banc. Le matin suivant, Fischer croisa Savitz qui revenait de prendre les eaux. Le baron le salua avec une politesse froide et passa son chemin. Plus tard dans la journée, un groom remit à Fischer un petit paquet avec ce message. Le docteur Rapperschwyl suppose que cela sera suffisant. Le paquet contenait 2 pièces d'or de 20 marks. Fischer grinça des dents. Il récupérera ses 40 marks, murmura-t-il pour lui-même. Mais en retour, il me révélera son secret. Fischer allait alors découvrir que même une comtesse polonaise peut avoir son utilité dans l'économie sociale. La nouvelle amie de table de Madame Fischer s'avéra l'amabilité même lorsque Fischer, par l'entremise de son épouse, s'enquit du baron Savitz de Moscou. Si elle avait des informations sur le baron Savitz, bien entendu elle en avait, comme elle avait des informations sur toutes les personnes dignes d'intérêt en Europe. Si elle aurait la gentillesse de partager ces informations, mais bien entendu, et elle serait enchantée de satisfaire, aussi modestement soit-il, la curiosité de son américaine. Il était plutôt rafraîchissant pour une vieille femme blasée qui avait depuis longtemps cessé d'éprouver le moindre intérêt pour ses contemporains hommes ou femmes, ou pour les choses et les événements d'actualité, de rencontrer une personne si fraîchement débarquée des immenses prairies du Nouveau Monde qu'elle se passionne aussi vivement pour les affaires du Grand Monde. Ah, oui, elle se ferait un plaisir d'en raconter l'histoire du baron Savitz de Moscou si cela pouvait amuser sa chère américaine. La comtesse polonaise honora généreusement sa promesse, ajoutant pour faire bonne mesure un copieux assortiment de rumeurs et d'anecdotes scandaleuses sur la noblesse russe qui n'ont pas leur place dans ce récit. Son histoire, telle que la résume Fischer, était la suivante. Le titre de baron Savitch n'était pas une création ancienne. Il planait un mystère sur ses origines, qui n'avait jamais été résolu de manière satisfaisante à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Certains disaient qu'il s'agissait d'un enfant trouvé de la Vospitatelnoï dom. D'autres pensaient qu'il était le fils caché de quelques personnages illustres plus ou moins liés à la maison Romanov. Cette dernière théorie était la plus plausible, puisqu'elle expliquait en partie le succès sans précédent de son parcours depuis le jour où il était sorti diplômé de l'université de Dorpat. Sa carrière avait été aussi rapide qu'éclatante. Il était entré au service diplomatique du tsar et avait plusieurs années durant été affecté aux légations de Vienne, Londres et Paris. Nommé baron avant son 25e anniversaire en récompense du talent remarquable dont il avait fait preuve dans la conduite de négociations délicates d'une importance suprême avec la maison de Habsbourg, il devint un des favoris de Gortchakov et eut alors tout le loisir d'exercer son génie pour la diplomatie. On disait même, dans les cercles les mieux informés de Saint-Pétersbourg, que le cerveau qui avait permis à la Russie de se sortir de l'imbroglio oriental qui avait planifié la campagne du Danube effectuait les mouvements qui allaient donner la victoire aux soldats du tsar, tout en tenant l'Autriche en respect, en neutralisant l'immense puissance de l'Allemagne et en exaspérant l'Angleterre tout juste assez pour que celle-ci ne se répande qu'en menace inoffensive, était celui du jeune baron Savitz. Il est certain qu'il se trouvait avec Ignatieff à Constantinople lorsque les premiers troubles furent fomentés avec Chouvalov en Angleterre au moment de l'accord de la conférence secrète avec le grand-duc Nicolas à Andrianople quand un protocole d'armistice fut signé et qu'il allait bientôt se trouver à Berlin dans les coulisses du Congrès où l'on s'attendait à ce qu'il surpasse en intelligence les hommes d'État de toute l'Europe et s'amuse avec Bismarck et Disraeli comme un Hercule de foire avec 2 bébés turbulents. Mais la comtesse se sentait peu concernée par les succès politiques du séduisant jeune homme. Elle s'était plus particulièrement intéressée à sa carrière en société. Son succès dans ce domaine n'avait pas été moins remarquable. Bien que personne ne sût dire avec certitude le nom de son père, il régnait en maître dans les cercles les plus fermés de l'entourage de la cour impériale. Son influence sur le tsar lui-même était réputée sans limite. Naissance mise à part, il était considéré comme le meilleur parti de toute la Russie. Ayant commencé sans rien, il avait amassé une fortune colossale par la seule force de son intellect. La rumeur affirmait qu'il possédait 40 millions de roubles et il était hors de doute que la rumeur n'exagérait pas.
Chaque entreprise spéculative dans laquelle il s'engageait, et elles étaient nombreuses et variées, était menée à bien avec ces mêmes qualités de jugement froid et infaillible, cette profonde sagacité, cette aptitude apparemment surhumaine à organiser, combiner et contrôler qui avait fait de lui le phénomène politique de l'époque. Et le docteur Rapperswil? Oui, la comtesse le connaissait de réputation et de vue. Il était le médecin personnel attaché au baron Savitz, qu'une organisation mentale très active rendait sujet à des crises soudaines et alarmantes. Le docteur Rapperswil était suisse et avait commencé comme horloger ou quelque chose en ce genre, à ce qu'elle avait entendu dire. En dehors de cela, c'était un petit vieillard tout à fait ordinaire, dévoué à sa profession et au baron, et évidemment dénué d'ambition puisqu'il ne tirait profit d'aucune des opportunités que lui offrait sa position et ses relations pour améliorer sa fortune personnelle. Fort de cette information, Fischer se sentit mieux préparé pour s'attaquer à Rapperswil, dont il voulait percer le secret. Il guetta le médecin suisse 5 jours de suite. Le 6e, l'occasion désirée se présenta d'elle-même de façon inattendue. À mi-pente du Mercuriusberg, tard dans l'après-midi, il croisa le gardien de la tour en ruine qui redescendait. Non, la tour n'était pas fermée. Un monsieur s'y trouvait, en train d'observer la campagne, et lui, le gardien, serait de retour dans 1 heure ou 2. Fischer continua donc sa route. La partie supérieure de la tour était très délabrée. Pour pallier l'absence d'escalier au sommet, fut installée une échelle temporaire en bois. La tête et les épaules de Fischer émergeaient à peine de la trappe qui donnait sur la plateforme supérieure lorsqu'il se rendit compte que celui qui s'y trouvait déjà était l'homme qu'il cherchait. Le docteur Rapperswil étudiait la topographie de la forêt noire à l'aide d'une paire de jumelles. Fischer annonça son arrivée en trébuchant de façon opportune et en faisant de bruyants efforts pour retrouver l'équilibre, tout cela en décochant un coup de pied discret au barreau supérieur de l'échelle pendant qu'il se hissait ostensiblement à l'extérieur de la trappe. L'échelle fit une chute bruyante de 30 ou 40 pieds, heurtant les murs de la tour et rebondissant sur les parois dans un grand fracas. Le docteur Rapperswil comprit immédiatement la situation. Il se retourna avec brusquerie et dit en ricanant : « Monsieur est d'une maladresse incompréhensible. » Puis il fronça les sourcils et montra les dents, car il venait de reconnaître Fischer. « C'est très regrettable, » dit le New-Yorkais avec un flegme imperturbable. « Nous allons être prisonniers ici de bonnes heures, au moins. Félicitons-nous de nous retrouver tous deux en intéressante compagnie, en plus d'avoir ce charmant paysage à contempler. » Le Suisse s'inclina avec froideur et retourna à ses études topographiques. Fischer alluma un cigare. « J'aimerais, poursuivit Fischer en exhalant des nuages de fumée en direction du Teufelmöll, profiter de cette occasion pour vous restituer 40 marks de votre poche qui m'ont été transmis, je suppose, par erreur. Si monsieur le médecin américain n'est pas satisfait de ses honoraires, répliqua Rapperswil d'un ton venimeux, il pourra sans aucun doute convenir d'un arrangement en s'adressant au valet du baron. Fischer ne prêta pas attention à cette pique, mais posa calmement les pièces sur le parapet, juste sous le nez du Suisse. « Il est impensable que j'accepte le moindre honoraire, » dit-il avec une emphase délibérée. « J'ai été abondamment récompensé de mes modestes services par la nouveauté et l'intérêt du cas. » Le Suisse scruta l'Américain des pieds à la tête de ses petits yeux gris acérés. Enfin, il dit négligemment : « Monsieur est un homme de science ? » « Oui, » répondit Fischer, en excluant mentalement toute science autre que celle qui illumine et exalte notre sport national. « Dans ce cas, poursuivit le docteur Rapperswil, monsieur admettra peut-être avoir rarement observé un aussi beau cas de trépanation, aussi beau et étendu. » Fischer haussa légèrement les sourcils. « Et monsieur étant médecin comprendra, continua le docteur Rapperswil, la susceptibilité du baron lui-même et de ses amis sur ce qui touche à ce sujet. Il pardonnera en conséquence l'impolitesse que j'ai pu manifester en découvrant sa présence. » « Il est plus rusé que je ne l'aurais cru, » pensa Fischer. « Il a toutes les cartes en main, tandis que je n'ai rien. Rien si ce n'est des nerfs assez solides dès lors qu'il est question d'un jeu où il faut bluffer. » « Je déplore profondément cette susceptibilité, » continua-t-il à haute voix, « car il me semble qu'un compte-rendu précis de ce que j'ai vu, publié dans un des journaux scientifiques d'Angleterre ou d'Amérique, captiverait un large public, et sans doute possible serait reçu avec grand intérêt sur le continent. »« Ce que vous avez vu ?» s'écria vivement le Suisse. « C'est faux, vous n'avez rien vu du tout. Quand je suis entré, vous n'aviez même pas retiré le... » Il s'interrompit brusquement en grommelant, comme s'il maudissait sa propre impétuosité.
Fischer célébra son avantage en jetant son cigare à demi consumé et en allumant un nouveau. « Puisque vous me contraignez à la franchise, continua le docteur Rapperswil, dont la nervosité augmentait visiblement, je vous informe que le baron m'a assuré que vous n'avez rien vu. Je vous ai interrompu alors que vous ôtiez le capot d'argent. »« Je serai franc également, » répondit Fischer, durcissant son expression dans un dernier effort. « Sur ce point, le baron n'est pas un témoin qualifié. Il est resté inconscient un certain temps avant que vous n'entriez. Peut-être étais-je en train de retirer le capot d'argent lorsque vous m'avez interrompu. » Le docteur Rapperswil pâlit. « Ou peut-être, ajouta Fischer froidement, étais-je en train de le remettre en place. » L'évocation de cette possibilité sembla frapper Rapperswil comme un éclair jailli des nuées. Ses genoux fléchirent et il faillit s'effondrer. Enfouissant son visage dans ses mains, il se mit à pleurer comme un enfant, ou plutôt comme un vieillard brisé. « Il va le raconter à tout le monde! Il va le raconter à la cour et au monde entier !» cria-t-il d'une voix hystérique. « Et dans cette crise !» Mais alors, au prix d'un effort désespéré, le Suisse sembla recouvrer une partie de son sang-froid. Pendant plusieurs minutes, il arpenta la plateforme de long en large, la tête penchée et les bras croisés. Puis, se retournant vers son compagnon, il proposa. « Si une somme que vous fixeriez pouvait... » Fischer coupa court à la proposition d'un éclat de rire. « Donc, dit Rapperswil, si je m'en remets à votre générosité... » « Alors, demanda Fischer, et que je vous demande de me promettre sur votre honneur le silence absolu sur ce que vous avez vu, le silence au moins jusqu'à ce que le baron Savitz ait cessé d'exister. Cela suffira, dit Rapperswil, car lorsqu'il aura cessé d'exister, je mourrai. Quelles sont vos conditions ? Toute l'histoire, ici et maintenant, et sans cachotterie. C'est un prix terrible que vous exigez de moi, dit Rapperswil, mais des intérêts bien supérieurs à ma fierté sont en jeu. Vous allez entendre toute l'histoire. J'ai été élevé dans la profession d'horloger, continua-t-il après une longue pause, dans le canton de Zurich. Je peux dire sans vanité que j'ai atteint un niveau d'habileté extraordinaire dans ce métier. J'avais développé une faculté d'invention qui me conduisit à une série d'expériences sur les capacités de systèmes purement mécaniques. J'étudiais et améliorais les meilleurs automates jamais nés du génie humain. La machine à calculer de Babbage m'intéressa particulièrement. Je discernais dans l'idée de Babbage le germe de quelque chose d'infiniment plus important pour le monde. J'abandonnai alors mon affaire et me rendis à Paris pour étudier la physiologie. Je passai 3 ans en Sorbonne pour me perfectionner dans ce domaine. Je menais parallèlement des recherches qui s'étendaient bien au-delà des sciences purement physiques. La psychologie m'occupa un temps, puis je me suis intéressé au domaine de la sociologie qui, si elle est bien comprise, est le summum et le but final de toute connaissance. C'est à l'issue de toutes ces années de préparation et de toutes ces années d'études que la grande idée de ma vie qui m'avait vaguement hanté depuis Zurich prit enfin une forme bien définie et achevée. L'attitude du docteur Rapperswil était passée de la réticence méfiante au franc enthousiasme. L'homme semblait transformé. Fischer l'écoutait attentivement sans l'interrompre. Il ne pouvait s'empêcher de penser que l'obligation de révéler le secret si longuement et si jalousement gardé par le médecin n'était pas tout à fait pour déplaire à l'enthousiaste. « À présent, écoutez attentivement, monsieur, » continua le docteur Rapperswil, plusieurs propositions séparées qui semblent de prime abord n'avoir aucun lien les unes avec les autres. Mes efforts en mécanique avaient abouti à la naissance d'une machine qui allait bien au-delà de celle de Babbage dans ses possibilités de calcul. Les limites à ses capacités ne dépendaient que des données qui lui étaient soumises. Les roues dentées et les pignons de Babbage calculaient des logarithmes, voire une éclipse. Sa machine était nourrie de chiffres et produisait des résultats en chiffres. Or, les relations de cause à effet sont aussi définies et inaltérables que les lois de l'arithmétique. La logique est, ou devrait être, une science tout aussi exacte que les mathématiques. Ma nouvelle machine se nourrissait de faits et produisait des conclusions. Pour le dire vite, elle raisonnait. Et le résultat de ces raisonnements était toujours juste, alors que le résultat du raisonnement humain est souvent, si ce n'est toujours, erroné. La source des erreurs de la logique humaine réside dans ce que les philosophes nomment l'équation personnelle. Ma machine élimine l'équation personnelle. Elle procède de la cause à l'effet, des prémices aux conclusions, avec une précision inaltérable. L'intellect humain est faillible, ma machine était
et est infaillible dans ses processus. Deuxièmement, la physiologie et l'anatomie m'avaient appris la fausseté de la superstition médicale qui tient la matière grise du cerveau et le principe vital pour inséparables. J'avais vu des hommes vivants avec une balle de pistolet logée dans le bulbe rachidien. J'avais vu les hémisphères et le cervelet enlevés du crâne d'oiseaux et de petits animaux qui pourtant n'en étaient pas morts. J'en ai conclu que si le cerveau devait être ôté d'un crâne humain, le sujet ne mourrait pas, mais serait simplement dépouillé de l'intelligence qui le gouverne, exception faite des actions purement involontaires de son corps. Troisièmement, une étude approfondie de l'histoire d'un point de vue sociologique et une expérience pratique non négligeable de la nature humaine m'avait persuadé que les plus grands génies qui aient jamais existé se situaient sur un plan qui n'est pas beaucoup plus élevé que le niveau intellectuel moyen. Les plus hauts sommets de mon pays natal, ceux que le monde entier connaît de nom, ne dépassent que de quelques centaines de pieds la multitude de pics méconnus qui les entourent. Napoléon Bonaparte ne surpassait que de peu les hommes les plus talentueux de son entourage. Pourtant, ce peu était tout, et il a subjugué l'Europe entière. Un homme qui surpasserait Napoléon, comme Napoléon surpasserait Murat, dans ses qualités qui transforment l'idée en réalité, se rendrait maître du monde entier. À présent, fusionnons ces trois propositions en une seule. Imaginez que je prenne un homme et qu'en enlevant le cerveau où sont préservés tous les échecs et les erreurs de ses ancêtres depuis l'origine de la race, je supprime tous les obstacles au progrès de sa carrière future. Imaginez que je remplace l'intellect faillible que j'ai enlevé par un intellect artificiel qui opère avec la rigueur des lois universelles. Imaginez que je lâche cet être supérieur qui résonne réellement dans la cohue de ses inférieurs, qui résonne fallacieusement et que j'attende l'inévitable résultat avec la tranquillité d'un philosophe. Monsieur, vous connaissez mon secret. Voilà précisément ce que j'ai fait. À Moscou, où mon ami le docteur Duchat dirigeait la nouvelle institution Saint-Basile pour les cas de débilité incurable, j'ai trouvé un enfant de 11 ans que l'on appelait Stéphane Borovitz. Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu, ni entendu, ni parlé, ni pensé. La nature lui avait accordé, pensait-on, une petite capacité olfactive et peut-être un infime sens du goût. Mais même de cela, on ne pouvait être certain. La nature avait presque complètement emmuré son âme. Des vagissements inarticulés occasionnels et l'incessante agitation de ses doigts étaient les seules manifestations de son énergie. Les beaux jours, on le plaçait dans un petit fauteuil à bascule, à un endroit où le soleil le réchauffait, et où il se balançait des heures durant, agitant ses doigts et marmonnant sa satisfaction de percevoir un peu de chaleur dans la litanie pathétique et monotone de l'idiotie. Telle était la situation de ce garçon lorsque je le vis pour la première fois. Je demandai à mon ami le docteur Duchat de me confier Stéphane Borovitz. Si cet excellent homme n'était pas décédé depuis longtemps, il aurait pu partager mon triomphe. J'emmenai Stéphane chez moi et j'entrepris de jouer de la scie et du couteau. J'ai pu opérer sur ce simulacre d'humain, pauvre, sans valeur, sans utilité, sans avenir, avec aussi peu de ménagement et de retenue que sur un chien acheté ou capturé pour la vivisection. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, Stéphane Borovitz exerce plus de pouvoir que quiconque sur la face de la terre. Dans 10 ans, il régnera en autocrate sur l'Europe. Il sera le maître du monde. Il ne commet jamais d'erreur car la machine qui résonne sous son crâne d'argent ne commet jamais d'erreur. Fischer dirigea son regard vers le vieux gardien de la tour que l'on voyait gravir la colline. Les rêveurs, continua le docteur Rapperschwyl, ont spéculé sur la possibilité de trouver parmi les ruines des civilisations passées une courte inscription qui pourrait révolutionner les fondements du savoir humain. Les sages se moquent du rêve et rient à l'idée d'une cabale scientifique. Mais les sages sont des fous. Imaginez si Aristote avait découvert à Ninive une tablette couverte d'inscriptions cunéiformes avec ces quelques mots « La survie du plus apte ». La philosophie aurait gagné 22 siècles. Je vais vous livrer, en presque aussi peu de mots, une vérité tout aussi pénétrante. Le but ultime de l'évolution de la créature est de devenir le créateur. Peut-être faudra-t-il 22 siècles pour que la vérité soit largement acceptée, mais ce n'en est pas moins la vérité. Le baron Savitz est ma créature et je suis son créateur. Le créateur de l'homme le plus habile d'Europe, le plus doué du monde. Voici votre échelle, monsieur. J'ai rempli ma part de notre accord. N'oubliez pas la vôtre. Vous clignez des yeux,
Reprenant vos esprits, le vendeur vous regarde comme s'il attendait une réponse de votre part. Vous haussez les épaules, secouez la tête et vous éloignez de la camionnette en serrant plus étroitement votre manteau. Vous vous demandez ce qui cloche, mais peut-être n'est-ce que la fatigue.